Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette room qui, programme exceptionnel aujourd'hui, ne fait pas de ravioli, mais va nous permettre de cuisiner une invitée exceptionnelle, Virginie Delalande, qui a écrit ce livre fantastique qui s'appelle Abandonné. Jamais, jamais abandonné, et toujours s'amuser, toujours prendre du bon temps. Telle est la devise de Virginie, mais qui est aussi la nôtre ce soir. Alors, Virginie est un personnage que vous connaissez un petit peu parce que vous l'avez vraisemblablement vu. Il y a eu tellement de millions de vues de cette épopée qu'elle a faite avec le Grand Oral sur France 2 et de bien d'autres choses encore. Vous pourrez ce soir dialoguer avec Virginie, vous pourrez la questionner, avoir son témoignage, avoir également sa vision d'un certain nombre de domaines dans lesquels Virginie s'ébroue dans la vie. Ce soir, nous allons parler d'un parcours semé d'embûches, nous allons parler d'entreprise, de sa vision du monde de l'entreprise, de ce que la différence peut apporter au monde de l'entreprise. On va parler, Virginie, avec toi, de développement personnel, de conférences et évidemment un petit peu de handicap. Comment vas-tu, Virginie? Écoute, très très bien. Bon, alors, deux petits mots pour vous parler de Virginie. Virginie, tout d'abord, c'est une nature, mais elle a créé son biotope, son propre biotope. Elle est sourde profonde de naissance, et elle le dit elle-même dans son livre, elle est passée de la haine à l'amour, de la colère à la joie, de la peur à la paix, de la jalousie à la bienveillance. Tout ceci est un chemin qui fut de croix, mais dans lequel elle croit toujours, chaque jour. Et pour croître, il faut avoir cette volonté à nul autre pareil qui pousse Virginie. Alors évidemment, 20 ans d'orthophonie, voyelles, consonne, non, c'est pas un jeu, souffle, vibration, position de la langue, et elle le vit, et elle survit à tout ça. Elle devient avocate, oui, messieurs, dames, la robe noire lui va pas trop mal finalement, même si aujourd'hui ses robes sont plus à fleurs, et puis c'est ce grand oral sur France 2 qui la propulse à la connaissance de tout le monde, et qui fait qu'on se dit « Ah merde, c'est possible !» Mais comment fait-elle? Eh bien, elle va vous le dire ce soir. Elle va vous parler de plein d'autres choses. Parce que Virginie, aujourd'hui, eh bien, elle a fait des choses très différentes et elle se trouve classée parmi les 40 femmes les plus influentes selon le classement Forbes qui date de 2020. Je vous le disais, une véritable épopée. Alors, Virginie, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Merci Christian déjà pour cette présentation plus que flatteuse. De quoi je suis la plus fière aujourd'hui? Je pense d'en être là où je suis aujourd'hui. D'avoir réussi à créer un environnement dans lequel je suis pleinement épanouie avec ma différence et surtout de voir à quel point le message que je peux créer change le regard de la société sur la différence et très peur et touche énormément de gens. Bien. Alors, vous allez pouvoir échanger avec Virginie tout au long de cette room qui s'annonce passionnante, humaine, tellement humaine comme sait l'être Virginie. Question pratique, Virginie. J'ai quelques questions pratiques à te poser. Comment as-tu vécu le confinement? Parce qu'il faut savoir que l'une des façons de communiquer que Virginie possède, c'est de lire sur nos lèvres. Et avec le masque, tu as dû te régaler. Écoute, la partie mal, que je t'avoue que ce n'est pas du tout la partie la plus agréable du confinement. C'est celle qui me pourrit un petit peu la vie aujourd'hui. Et j'ai hâte qu'on sorte de tout ça, qu'on retrouve une vie sociale, qu'on se débarrasse de ces masques, de ces barrières, que la Covid met entre nous, que ce soit physiquement ou visuellement. Sinon, à part ça, je fais partie des personnes qui ont très bien vécu le confinement, à tel point que quand le premier s'est terminé, je me suis dit, presque, merde, Ah oui, c'est bien avec tu as dû faire des trucs particuliers, toi. Bon, enfin bref, on va parler un petit peu en filigrane de tout ce que tu as mis, de ton cœur que tu as mis dans ton livre. Il y a à chaque chapitre une citation. Alors moi, je vais pas faire le perroquet et citer toutes les citations qu'il y a dans ton livre, évidemment, parce que ça n'aurait pas grand intérêt, bien que ce soit toi qui les aies choisies et que c'est très signifiant et que ça veut nous dire des choses.
Et il y en a une qui me semble particulièrement convenir à la personne que tu es. Je Ah, vous la lis. Ne laisse pas tes blessures te changer en une personne que tu n'es pas. ah, j'adore cette citation. C'est vrai que c'est souvent ce qui arrive aux personnes qui sont en difficulté dans leur vie, toutes des difficultés professionnelles, personnelles. Souvent, on est tellement souffrant qu'on a tendance à se refermer, à se mettre dans la carapace, et on n'est pas pour les autres la personne que l'on aime vraiment, c'est-à-dire une personne sensible, avec des émotions, avec de belles valeurs, parce que nous avons tous qui que nous sommes de belles valeurs en nous. Et plus on gère difficilement cette situation, plus finalement on va montrer la pire partie de nous-mêmes aux autres. Mhm. Alors Virginie, tout se passe bien au début parce que finalement, tu es une petite enfant, un bébé, une enfant qui a l'air assez heureuse, assez épanouie finalement. Exactement, je n'avais pas du tout conscience de ma sexualité. Pour moi, j'étais exactement un bébé comme les autres. Et c'est à l'âge de 8 ans que j'ai compris pour la première fois que j'étais vraiment différent des autres et que je pouvais même faire fuir les gens. Et pour moi, ça a été une découverte absolument terrible. Mais qu'en fait, je me suis vue comme Quasimodo. Et pour moi, Quasimodo, c'est la laideur, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui est méchant. Ou alors, je me voyais comme les personnes relevées à l'hôpital, complètement grabataires, et me disaient, mais je ne veux surtout pas être associée à ça. Non, 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 je suis pleine de vie, j'ai toute la vie qui se déroule devant moi, mon entourage va bien, je vais bien. Donc, je ne savais pas quoi faire de ce regard que les gens portaient sur moi. Mhm. Et alors, tu es diagnostiquée finalement à 9 mois et ensuite, c'est un chemin qui va être assez long et un chemin dont on se demande comment tu as fait pour finalement en arriver jusqu'au bout parce que c'est de l'orthophonie précoce qui t'attend et ça va durer 20 ans. C'est quoi l'orthophonie précoce? Pourquoi on parle de précoce? Parce que tu as démarré très très tôt? Alors, l'orthophonie précoce, c'est une nouvelle technique d'orthophonie qui a démarré il y a 30 ans. Et ça consiste à prendre les bébés quasiment dès la naissance et leur faire conserver le babillard. Mais en fait, un bébé, même sur babillard. Et la différence avec une personne qui est autonome, c'est que le bébé ne voit pas l'intérêt du babillard et le perd au fil des mains. Et donc, l'orthophonie avait pour rôle de me faire conserver mon babillard et à partir de là, de construire tous les nouveaux sons. D'accord. Et donc, c'est toutes ces séances pendant lesquelles tu vas pratiquer les sons, apprendre les sons, apprendre à prononcer des voyelles, des consonnes. Qu'est-ce qui est le plus fastidieux dans tout ça? Le plus fastidieux, ce sont les consonnes. Donc, vous avez par exemple le S. Et je suis désolée, vous allez l'entendre passer à la trappe assez régulièrement ce soir. Vous avez les consonnes qui sont doubles, c'est-à-dire à S derrière à T. Toutes celles-là passent aussi à la trappe. D'accord. Et c'est vrai que, en fait, la difficulté, c'est que j'ai répété, répété comme un perroquet pendant des années. Et au bout de 20 ans, il a fallu que j'accepte que je n'étais toujours pas parfait. Donc, il y a eu un travail de lâcher prise où je me disais, bon, ok, Virginie, ça fait 20 ans que tu travailles sur le sujet. Tu fais 90% du travail. Tu vas laisser les autres faire les 10%. Ok. Bah, dans un dialogue, il faut être deux de toute façon. Donc, ça veut dire que chacun doit y mettre du sien. Ton Exactement. grand, ton grand souci, c'est toujours d'être intégré et de faire oublier ta différence à cette époque-là. Mhm. Alors, ce n'est pas un gros souci, c'est-à-dire que la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à trouver sa place dans un mode qui, de base, a du mal avec le handicap, ne comprend pas vraiment comment faire, a peur de commettre un appel, n'est pas à l'aise finalement avec le handicap.
Et donc, quand on est hypersensible, et en général, quand on a un handicap, on est tellement en position de faiblesse, de fragilité, qu'on devient, que ce soit de naissance ou pas, hypersensible. Et le problème, c'est que plus on devient hypersensible, plus on a tendance à interpréter les situations systématiquement en notre défaveur, même quand ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, ça nous met en hyper-vigilance sur les micro-signes, les micro-expressions du visage de l'autre qui pourraient, à un moment donné, exprimer une gêne, une peur, un malaise. Et donc, ça a vraiment été un énorme travail pour moi d'arriver à relativiser, à m'aimer, moi personnellement, avec ma différence, à comprendre que le verre n'est pas toujours à moitié vide, que, ok, je n'entendais pas, donc je ne pouvais pas téléphoner, donc les réunions, c'était compliqué pour moi. Mais à côté de ça, ça m'avait permis de développer un certain nombre de qualités que les autres n'avaient pas forcément. Donc, typiquement, lui travaillait sur les mêmes, donc c'est très pratique, quand vous êtes derrière une glace, et que des personnes parlent de vous, vous donnent des secrets, des choses comme ça, vous êtes preneur là. C'est très pratique aussi, parce que ça m'a obligé à avoir des capacités d'adaptation exceptionnelles. Aujourd'hui, s'il y a un problème, vous savez qu'il y a une solution, qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à cette solution, et du coup, en fait, j'ai une agilité de réaction qui est très appréciée et en entreprise et par mes partenaires. Ensuite, il y a tout le côté facile de travailler. Comme j'ai la même énergie que tout le monde le matin, c'est-à-dire une énergie à peu près relative en fonction de la vie de famille qu'on a, et que je perds énormément d'énergie à repasser mon handicap avec l'énergie qui me reste. Je dois faire exactement le même travail que les autres, voire mieux, puisque j'essaye au fait de donner une bonne impression. Et donc, ça m'a appris au fait à travailler mieux avec moins de moyens, moins de possibilités. Donc, en fait, on développe un certain nombre de stratégies, un certain nombre d'astuces qui nous permettent d'être très efficaces et d'aller beaucoup plus vite à négocier. Par exemple, ça m'a permis d'avoir un esprit de synthèse hors norme. Vous me donnez 50 pages, je résume ça en une page très facilement. D'accord. Alors, on va parler de cette précocité, on va parler de ces qualités-là. Tu parles, toi, de quelque chose qui est très important, c'est l'énergie. L'énergie que tu mets à compenser. Où vas-tu la trouver, cette énergie? Parce qu'il faut la trouver quelque part. Comment tu la protèges? Comment tu l'entretiens? Alors, comment je la trouve? C'est quelque chose que j'ai naturellement. Je la pêche, j'ai une bonne énergie de base. Après, la grande difficulté que nous avons tous, c'est de prendre conscience de ce qui nous fait perdre notre énergie au fur et à mesure de la journée. Donc, évidemment, ça va être les épreuves que nous allons surmonter, ça va être la compensation d'un handicap, ça va être des péripéties qui vont nous arriver où il va falloir s'adapter. Toutes les émotions négatives qu'on ressent peuvent énormément d'énergie. Et au fait, je me suis rendu compte que j'ai traversé une période très difficile dans ma vie, où je suis allée jusqu'à programmer mon suicide, où forcément j'ai été aspirée dans une spirale très négative, où j'étais en dépression profonde. Et je me suis rendu compte en fait à quel point ça m'avait détruit mon énergie. Dès le matin, déjà, j'avais une énergie qui ne ressemblait pas à grand-chose. Mais alors, le soir, c'était la fin de la fin. Et donc, quand j'ai pris conscience en fait, de l'impact des émotions négatives sur mon énergie, ça a été un des leviers qui m'a permis de remonter la pente. Je me suis dit, stop, là maintenant, tu vas prendre soin de toi, tu vas arrêter de t'entourer de personnes qui te font du mal, qui ne croient pas en toi, qui passent leur temps à t'émettre des critiques, des réflexions qui te tirent vers le bas, etc. Donc, je me suis entourée de gens qui croyaient en moi, de gens qui m'appréciaient comme j'étais, avec mes différences. J'ai aussi appris à aller chercher une façon de travailler dans laquelle je m'épanouissais. Donc,
je voyais bien, par exemple, que tout ce qui est organisationnel n'est pas du tout ma qualité principale. D'ailleurs, vous l'avez bien vu ce soir, la room commence avec une demi-heure de retard. Et pourtant, je m'étais organisée sur le coup. Non, mais ça, Et c'est le donc, maquillage. c'est vraiment prendre conscience de tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui est difficile, tout ce qui demande des efforts. Alors que nous avons une partie de nous qui en fait fait les choses très naturellement, très facilement. Et j'ai appris à utiliser ces choses qui sont naturelles pour moi pour en faire des forces. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans cette room parce que ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre, Virginie, pour t'écouter, profiter de ton expérience. N'hésitez pas à vous manifester, à poser des questions à Virginie. Vous voyez en plus que elle est bavarde. Et ça, c'est génial parce on va aborder plein de sujets à Virginie. Donc, la room, elle est ouverte. J'ai l'habitude de vous dire, vous y trouvez également ce que vous y mettez dans cette room. Donc, si vous y mettez de la curiosité, de la bienveillance, eh bien, ça vous sera rendu peut-être même davantage. On va parler avec toi maintenant, Virginie, de quelque chose que tu as abordé tout à l'heure. Tu me disais, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Et ça m'a amené à développer des capacités que je ne soupçonnais pas, et ça a commencé très tôt, cette histoire-là, puisque tu as su lire, et j'ai halluciné quand j'ai lu ça. Alors, en deuxième année de maternelle, j'ai bien lu, Virginie? Alors, oui, effectivement, j'ai en fait très rapidement appris à lire. Donc, en deuxième année de maternelle, je savais lire parfaitement au milieu d'année. Et donc, j'ai passé un certain nombre de tests pour savoir si je sautais une classe pour arriver directement au CP. Et avec ma sororité, évidemment, j'ai eu peur. Donc, je me suis dit, non, 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 déjà, je ne sais pas du tout comment va se passer la partie apprendre à écrire. Donc, on va la laisser tranquillement en maternelle avec ses camarades. Et finalement, ça m'allait très bien, donc pas de problème. Pourquoi je vous dis ça assez régulièrement? C'est parce que pendant très longtemps, je ne voyais que le côté négatif de mon handicap. Des barrières qui se dressaient devant moi, la difficulté que je pouvais avoir, le fait qu'à diplôme équivalent, ce n'était pas moi qu'on allait choisir en priorité sur les 1000 élèves qui sortaient de la promotion la même année. Et donc, chaque fois qu'il y avait une expérience nouvelle, j'arrivais par la petite porte. Je raclais le mur et je me disais, fais le moins de dagne possible, déroge le moins possible, et en fait, sois parfaite en toutes circonstances. Et c'est vrai qu'il suis arrivée. Je suis très bien arrivée à tel point que les gens, en fait, oubliaient qu'il y avait un handicap, qui était une très grande fierté pour moi, parce que je me disais, en fait, je rentre dans la normalité qui m'a été refusée au départ. En revanche, je me rendais bien compte que comme les gens n'avaient pas conscience des difficultés réelles que je traversais, ça me mettait à chaque fois dans des situations de surcompensation extrême. Et donc, ça me rendait malheureuse. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui a contribué en fait à me plonger dans une dépression, parce que je me disais, mais vous n'arrêtez pas de me battre, vous n'arrêtez pas de fournir des efforts, vous n'arrêtez pas d'essayer de trouver des solutions A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, et ça ne suffit pas. Et encore, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais avoir, entre guillemets, une vie normale, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intégration dans la définition classique du terme. Et quoi que je fasse, je n'y arrivais pas. Je me heurtais à moi. Et en fait, à un moment donné, évidemment, dans mon parcours professionnel, je rencontrais des personnes qui me disaient, mais tu es génial, tu travailles hyper bien. D'ailleurs, j'ai fait une proposition de collaboration dans les deux cabinets d'avocats dans lesquels j'ai travaillé. Et je n'arrivais pas, au fait, à comprendre ce que je trouvais de positif chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je mettais tout le monde qui n'avait pas de handicap sur un piédestal.
Et moi, je me mettais au ras des pâquerettes devant ces personnes. Et ça m'a fait prendre conscience que je ne m'aimais pas. Que les gens voyaient des choses en moi que je ne voyais pas. Et que je ne voyais pas parce que pour moi, c'était naturel. J'étais tellement habituée à faire des efforts, à être dans la conversation, que pour moi, tout était naturel. Et c'est petit à petit, à force, que j'ai fini par me réaliser. Est-ce que c'est pas finalement ce que l'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire une situation dans laquelle on se met soi-même, dans laquelle on est persuadé que l'on n'a pas certaines capacités et on auto-entretient ça? Alors, c'est effectivement une impuissance apprise, mais elle est apprise par le regard des autres au départ. C'est-à-dire qu'en fait, tous les enfants qui naissent sur une famille à peu près saine, on est d'accord, il y a quand même des petits fondamentaux à avoir, ces personnes-là ont forcément confiance en elles. Et c'est à partir du moment où on reçoit des jugements, des critiques, des traitements différents des autres, qu'on se dit, aïe, il y a un problème. Et c'est là où on perd confiance en soi. Et c'est effectivement notre puissance apprise. Alors, on a avec nous Scott Fins qui est monté on stage. Scott, tu es le bienvenu. Tu as demandé à monter on stage. Tu as peut-être un commentaire, une question à poser à Virginie qui était avec nous ce soir. Scott, on t'écoute. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup et merci à Virginie d'être là. C'est une question sûrement bête et je m'en excuse. Je suis en voiture et j'ai peut-être loupé là où vous avez expliqué techniquement comment ça se passe. Parce que j'ai cru comprendre que Virginie est sourde et qui a appris à parler avec l'orthophonie précoce. Mais là, comment ça se passe parce qu'on dirait que c'est une conversation tout à fait normale. D'accord. Très bonne question. Ok. Alors, quels sont les trucs, Virginie, là, ce soir? Un secret, et je ne sais pas si c'est une bonne chose que je vous le dise, mais que je peur qu'on me supprime ce petit avatar. En fait, l'écriture, chaque fois qu'il parle, me permet en fait d'utiliser Word. Vous connaissez la fonction outils sur Word, Excel, PowerPoint. Donc moi, j'utilise Word et la fonction dictée. Et en fait, dès que j'écris sur le micro, ça retranscrit par écrit tout ce que l'écriture dit. Et ça me permet en fait d'être totalement confortable, d'être sûr de tout comprendre. Voilà le secret. C'est rigolo, j'avais essayé Google Réunion, ils font ça et c'est hallucinant, des sous-titres en temps réel. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est super, c'est une super technologie. Voilà, l'innovation. On parlait d'innovation hier avec Philippe Boulanger. Eh ben, voyez comme quoi l'innovation peut aider beaucoup de personnes. Virginie, il y a quand même quelque chose qui m'embête dans ça, c'est que tout ce que je dis est retranscrit par écrit, ça va laisser des traces, ça m'embête beaucoup parce que comme je dis beaucoup de bêtises, ça peut m'embêter beaucoup. Bon, enfin Mais bref. c'est la raison pour laquelle je disais que c'était un secret. Parce que j'ai peur justement qu'à un moment donné, ça soit supprimé. Mais en fait, c'est génial avec des personnes comme moi. Ça me permet d'être totalement autonome, de ne pas payer une fortune des systèmes qui existent sur le marché, qui ont des horaires bien précis, du style 9h, midi 30, 14h, 17h30, et d'où lundi au vendredi. Donc voilà, c'est pour ça que je le dis, mais je ne le dis pas trop non plus. On va pas le dire trop fort. Virginie, comment s'est passée ton adolescence de jeune femme, de jeune fille? Alors, mon adolescence s'est passée difficilement dans le sens où je cherchais vraiment ma place. Et je voyais bien que dans tout ce qui me plaisait aux adolescents de mon âge, c'était tout ce qui est musique, soirée, restaurant, bar, etc. Et c'est exactement ce qui pour moi est le plus difficile dans mes difficultés de communication. Oui, alors, je ne sais pas. Franchement, si j'avais pu appeler tout ça, ça aurait été top. Et en fait, ça a été une période de ma vie où j'avais toujours l'impression de déroger. D'être la quatrième roue du carrosse, de demander aux gens de faire des efforts, de répéter,
de ne pas se mettre à contre-jour, de me jeter les chaussures pour y arriver à suivre. Enfin bon, j'avais l'impression d'être une number 2 professionnelle. Donc, ça n'a pas forcément été très facile de comprendre en fait comment fonctionner avec les autres. Sinon, à part ça, j'étais une adolescente tout à fait normale avec ses hobbies, surtout ses hobbies de tomber amoureuse et puis d'être aimée. Tout ça, ça m'a bien motivée pour l'orthophonie. Je me suis demandé pourquoi j'étais une bâtonne. La première réponse, c'est pour avoir un mec. D'accord. Ok. Bien. Alors, tu disais que tu as développé des capacités. Et alors là, on en arrive au chapitre où, effectivement, tu avales les livres à une vitesse folle. Donc, tu as cette capacité de lecture, de mémorisation et d'organisation. Et tu as utilisé, pendant tes études, quelques petits subterfuges qui t'ont permis, finalement, de faire ami-ami avec les autres. Explique-nous ça un peu parce que c'est assez sympa. Alors, subterfuge, je ne suis pas très fière de moi parce qu'au départ, j'ai quand même choisi l'option d'aller peupler le cours des autres, mais discrètement derrière l'épaule. Sauf que ça se passait assez mal, les gens n'acceptaient pas, ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça, cachaient leurs copies, etc. Donc je me suis dit, merde, il faut que je demande au professeur de me passer le cours. Je vais voir tous les professeurs, aucun n'accepte de me passer le cours, même après avoir expliqué, même après être allé voir l'administration, la direction, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est mort. Du coup, j'ai acheté tous les livres des profs. Donc ça m'a coûté une fortune, puisqu'à l'époque, je n'avais pas la chance de bénéficier tellement de l'aide financière de mes parents. Et du coup, j'ai commencé à étudier par les livres. Sauf que je me suis aperçue qu'il y avait des livres qui faisaient 700 pages. Et le cours de mes camarades faisait ça. Et je me disais, c'est quand même un peu dommage d'apprendre ça que tout le monde en apprend ça. Ouais. Je n'y arrivais pas, c'était beaucoup trop pour moi. Et puis c'était 700 pages, mais sur plusieurs matières. Donc il a fallu que je retourne au cours et que j'arrive à trouver des personnes qui acceptent que je copie sur eux. Et la difficulté était de trouver ceux qui n'avaient pas picolé la veille au soir, qui ne s'étaient pas couchés à 3 heures du mat, avec la difficulté qui va avec, de suivre le cours, de tout bien noter comme il faut. Donc il a fallu que je sélectionne tous ceux qui étaient un peu failleux, qui adoraient les études, promener de classe. Donc ça m'a pris quelques petites semaines. Et puis après, il fallait être sympa avec eux. Mais qu'il veut promener de classe, mais il ne veut pas forcément envie de partager le cours. Du coup, il était un petit peu la nana qui organisait les choses. Donc, c'était un petit verre, c'est moi qui fêtais tous les anniversaires, leur faisais des petits dessins sur leurs copies, leur demandais comment passer leur week-end, leurs vacances, enfin, en gros, la fille qui sait qui s'intéresse. Et ça m'a permis, du coup, de mettre en place une bande de super copains. Et puis la troisième année, comme j'en avais un petit peu marre d'être la fille qui disait toujours attends, il n'a pas fini d'écrire. Quand on arrivait en bas de la copie, je m'étais dit bon, il faut que j'apprenne les 3 dernières lignes. Comme ça, quand tu tournes sur copie, j'écris de mémoire les 3 dernières lignes. Et ensuite, j'essaye de rattraper mon retard. Mais alors ça, c'était l'horreur. J'étais stressée, épuisée. Et quand on fait une journée de cours, vous imaginez le soir dans quel état vous finissez. Donc je me suis dit, on arrête. Nouvelle stratégie. Je vais faire quelque chose qui rend service à mes camarades. Et je m'étais rendu compte qu'on avait nos cours et je préparais des fiches de révision sur la base des cours. Donc en fait, je prenais mes cours précédents, donc de l'heure d'avant, et c'est moi qui faisais les fiches pendant qu'ils prenaient le cours d'après. Et ensuite, on échange. Et en plus, j'avais accès gratuit à la photocopieuse de l'établissement. Donc, il y avait un camarade absent, si il fallait faire des trafics de copies, de fiches, de machin, ça passait par moi.
Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le sentiment de trouver ma place et mon autonomie. Un marché gagnant-gagnant en quelque sorte. Et puis, à 18 ans, tes parents qui sont là, qui veillent sur toi, euh, ont une information. Il existe une opération. Ça s'appelle un implant cochléaire. Alors, on te propose ça. Toi, finalement, ça te plaît pas tellement. Tu es toujours dans l'orthophonie. Et au début, on peut dire que tu fais la sourde oreille un peu. Hein. Pas mal de faire complètement la sourde oreille parce que ça a vraiment été un travail de longue haleine du côté maternel pendant 3 ans. Elle revenait à la charge tous les mois. Et puis, comme j'étais quand même une adolescente un peu rebelle, tout ce qui venait de ma mère, c'était non, hors de question. Tu me fais chier, maman. Voilà. Donc, j'imagine que tu connais ça. Et du coup, en réalité, j'avais très peur de l'opération. Mais que c'était une opération invasive, que c'était une opération où on nous rasait à l'époque la moitié du crâne. Et donc, comme j'avais les cheveux longs, je me disais si c'est pour attendre 4 ou 5 ans que ça repousse, j'ai pas forcément envie d'avoir les cheveux courts déjà, que je me trouve moche. Alors, si en plus, la seule chose qui me plaît est couper, non mais c'est même pas la peine. Et une de mes meilleures amies s'est fait opérer. Et en fait, il avait bien fait les choses, il avait rasé mes sur 4 centimètres. Il y en avait une mèche qui lui permettait de cacher un petit peu, etc. Bref. Et quand je lui demandais, mais est-ce que tu peux téléphoner maintenant? Elle me répondait oui. Or, le téléphone était mon rêve. Et là, je me suis dit, tac, un argument imparable. Ok, je me fais opérer. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Aujourd'hui, je ne le mets plus et je n'ai jamais plus téléphoné. Oui, l'opération a été délicate. Il y a eu un petit accident qui a fait qu'il a fallu réopérer. En fait, tu as été opéré 2 fois. Alors non, ce n'est pas moi qui ai été opérée 2 fois, c'est mon fils. Ah, pardon. Donc moi, l'opération s'est passée une fois, sauf qu'il y avait un problème au moment de la pose, ça n'a pas été positionné au bon endroit. Et les médecins aujourd'hui ne souhaitent pas réparer leur erreur. Parce que ça coûte trop cher, parce que c'est compliqué, parce que le temps a passé, etc. Et mon fils, lui, je lui ai fait bénéficier de cette technologie quasiment à la naissance. Et en fait, lui, ça a super bien marché. Donc aujourd'hui, il téléphone, il est parfaitement intégré à l'école, de la société. Il n'a même pas d'action. Sauf que, petit garçon turbulent, il est tombé sur son apprend et on a donc été obligé de réopérer. Bien. Et aujourd'hui, toi aussi, tu téléphones. Tu as passé ton premier coup de fil à 36 ans. Comment ça se passe avec le téléphone alors? Alors, le téléphone, ça a été assez rigolo. Parce que la première question que je me suis posée, c'est mais comment on démarre un appel? Allô, bonjour, mais en fait, je n'avais pas du tout les réflexes. Et pourtant, j'ai passé mon temps à voir mes parents, mes amis téléphoner, sauf que je les surprenais en pleine conversation téléphonique. Mais je ne savais pas comment ils démarraient leur coup de fil. Donc, je commençais toujours par dire allô, bonjour, et que la personne prenait la parole, et puis ensuite, je chaînais. Mais en fait, je détestais démarrer une conversation. Alors, Virginie vous raconte tout ça sur le ton de l'humour, avec un ton un peu badin. Évidemment, il y a eu beaucoup de souffrance dans tout ça, mais il y a une grande compensation, Virginie, dans ta vie très tôt. C'est ton amour de la nature et des animaux, et, euh, et Jupiter est ton ami. Effectivement, Jupiter était mon cheval. Donc, ça a été plus qu'un ami, ça a été un confident, ça a été un compagnon de vie, ça a été celui qui m'a fait découvrir la liberté, l'amour inconditionnel, l'acceptation inconditionnelle. Mais qu'en fait, contrairement aux êtres humains, les animaux nous prennent comme nous sommes. Donc, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on soit jeune ou pas, qu'on soit gentil ou pas, finalement, ils nous prennent comme nous sommes. Et on n'a pas de traitement de faveur, donc si nos choses passent à part, on va passer aussi à la casserole, mais en revanche, on n'a pas ce sentiment d'être différent.
Et donc, chaque fois qu'il y avait une souffrance avec le mode humain dit civilisé, je me réfugiais en fait dans la nature et auprès des animaux. Alors, ça a été même plus loin que ça, puisque toi, quand il s'agit de s'orienter, de choisir sa voie, tu as choisi ta voie. Tu en as même choisi deux, une voie professionnelle et ta voie avec laquelle tu nous parles aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la voie professionnelle, tu voulais devenir vétérinaire. Alors, effectivement, je voulais devenir vétérinaire parce que justement, comme la nature était pour moi un refuge, il y avait une compréhension, enfin, il y avait l'impression, que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais il y avait vraiment le sentiment d'avoir une compréhension très fine du langage des animaux. C'est-à-dire que je percevais en fait les changements d'humeur, de comportement, les peurs, l'amour qu'ils pouvaient éprouver pour nous, les besoins qu'ils pouvaient ressentir à un instant T. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, tout le monde s'en fout des animaux, personne ne prend soin. Et je connaissais Brigitte Bardot, mais je ne m'associais pas forcément à ses revendications. Et pour autant, en fait, je transposais un petit peu ma situation à celle des animaux. C'est-à-dire que les animaux ne peuvent pas doter de la parole. Ils passent toujours au second plan quand l'homme doit faire des choix. Il y avait vraiment ce sentiment à titre personnel dans ma vie en général. C'est-à-dire que pour les activités sportives, quand les professeurs disaient vous viens constituer des équipes, quand les gens ne me connaissaient pas, ne savaient pas que j'étais excellente au sport, que j'étais la première de ma classe, c'était toujours moi qui étais choisie dans les derniers. Et je savais que c'était à cause de mon handicap. Et donc, quand il y avait des discussions sur le programme de l'après-midi ou de la soirée, on ne me demandait jamais mon âge. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai transposé ça sur les animaux d'une certaine façon. Et je me suis dit, moi, je vais me mettre en leur service. Je vais les prendre soin d'eux, je vais les protéger. Alors, quand tu nous l'expliques comme ça paraît évident, mais finalement, tu ne seras jamais vétérinaire. Et non, parce que, entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très à l'écoute de mes besoins et qui a refusé que je sois vétérinaire. Donc pour moi, ça a été un drame terrible, d'autant plus qu'elle m'a laissé un mois pour choisir une orientation sur le Parcoursup d'aujourd'hui. Et en un mois, trouver un nouveau rêve, alors que vétérinaire, c'était vraiment une vocation, c'était vraiment le choix que je voulais donner à ma vie. Ça a été très compliqué. D'autant plus que les études pour être avocat, c'est assez difficile. Alors, ce qui t'a sauvé quand même, c'est que il faut se plonger dans les livres, il faut beaucoup étudier, et ça, c'est ton point fort. Alors ça, c'est mon facteur, effectivement, c'est ma grande passion. Lire, lire, et partout. Dans la rue, aux toilettes, sur la couverture, tout le temps. Je lis même les paquets de céréales, ou de, lis les boîtes de sardines, enfin, je lis vraiment n'importe quoi. Donc oui, ça a vraiment été une force. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi le métier du droit. C'est parce que je me suis dit, ok, les animaux n'ont pas le droit à la parole, etc. Mais il y a des êtres humains qui, eux, ne plus n'ont pas le droit à la parole. Donc, surtout ces personnes-là que je vais défendre. Et je vais être un avocat, un magistrat. Et donc, dans ma tête, je pensais à tous les enfants battus, les femmes battues, les étrangers, toutes les personnes, en fait, qu'on ne respecte pas. Mhm. Et donc, tu voulais Finalement, te... Et il y en a beaucoup. Tu avais en tête une spécialité particulière quand tu as démarré? alors au départ, je voulais plutôt faire du droit pénal. Donc, je ne voulais pas la famille. Ben, quand mes parents avaient divorcé, j'étais très mal passée. Je voulais le droit pénal. Et pendant mes études, plusieurs personnes me disent ah non, mais c'est la vente garage, tu ne gagnes pas du tout ta vie avec ça, etc. Et le problème qu'il y avait, l'énième problème, c'est que mes parents gagnaient très bien leur vie. Et en fait, j'avais ce sentiment que je n'arriverai jamais au niveau de mes parents.
Et ça me mettait une pression terrible. Je me disais, tout le monde est sur un piédestal, mais alors mes parents encore plus que les autres. Et ça me mettait en colère de me dire, juste parce que j'ai un handicap, je ne peux pas bien gagner ma vie. Et puis les gens me le disaient aussi. Toi, tu vas avoir des petits métiers de placard, ou tu vas être assistante, tu vas faire des métiers manuels, etc. Et ça me rendait mais, hystérique. Et donc, quand j'ai entendu que pénal ne payait pas bien, je me suis dit, bon, ok, alors, quel est le métier qui paye bien dans le droit? Et ça a été droit des affaires. Donc, je me suis dit, parfait, on y va. Et d'une certaine façon, ça a été aussi un refus, dans le sens où, pendant mes études, j'avais une copine qui faisait du droit pénal et qui avait fait des stages au cabinet. Et quand elle me racontait les affaires sur lesquelles elle travaillait, c'était horrible. Alors, je ne sais pas si elle est tombée sur un cabinet particulièrement spécialisé, mais elle me racontait des viols de femmes, des viols de bébés, avec des fourchettes, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, tous les repas que je partageais avec elle me racontait ces histoires-là. Et je me suis dit, avec ma sensibilité, mais je crois que c'est moi qui vais les tuer, les gens. Donc, ça a été aussi une façon de me protéger. Je me suis Bien. dit, avec les entreprises, je ne fais pas des personnes. Je ne fais pas la vie d'une personne que je vais toucher. C'est une entreprise. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis accommodée de ce choix. Bien. Peut-être que cette envie de te tuer, elle t'est venue, je pense à deux occasions en particulier dans ton parcours pour devenir avocate, parce que finalement, il faut faire une bonne école. Et toi, tu veux faire Assas, qui est une fac, qui est la fac de droit qu'on connaît à Paris, et il faut passer à Assas. Et là, on peut dire qu'à l'époque, ta prof principale t'est d'une très grande aide. Oui, alors effectivement, elle a été d'une aide absolument incroyable, puisqu'elle m'a dit, choisis plutôt une petite faculté familiale de province, ce sera plus facile pour toi. Et moi, je me suis dit, non mais, ce n'est pas possible, j'ai déjà un handicap. Donc, ce n'est pas moi qui vais être sur le haut de la pile des CV, des lettres de motivation. Donc, il faut au moins que je fasse une bonne école. Donc, ça a été compliqué, au fait, de se battre contre un professeur principal qui ne croit pas. Bon, finalement, tu arrives à tes fins, on comprend mieux le titre de ton livre, Abandonné? Jamais. Et finalement, ton parcours se poursuit. Et quand on sort d'une faculté, il y a dans le parcours des stages à faire. En l'occurrence, quand on veut être avocat, on essaye de se trouver un stage, plutôt dans un bon cabinet d'avocats, et tu décroches un entretien. Tu es toute contente, tu te prépares, tu vas à cet entretien, et là, il y a une phrase qui est absolument extraordinaire. Alors moi, je vais donner la phrase, et toi, tu vas nous donner la réponse que tu as donnée à ce monsieur qui t'a reçu. Voilà, elle est déjà morte de rire. Alors, écoutez bien, vous toutes et vous tous, parce que vous allez voir, c'est croquignolé. Virginie est reçue, elle passe en entretien dans ce grand cabinet d'avocats, avec un monsieur un peu pince sans rire, qui, sans se démonter, lui dit ceci. Mais mademoiselle, je ne comprends vraiment pas comment une personne comme vous peut prétendre exercer la profession d'avocat. Alors, franchement, je l'ai pris, mais en pleine figure. Et en fait, ça a réveillé chez moi une colère absolument épouvantable. J'ai eu envie de lui casser la figure. J'ai eu envie de mettre le feu à ce cabinet. Sauf que j'étais bien élevée, trop bien élevée. Et je lui ai simplement répondu, si vous ne comprenez pas que des personnes comme moi, qui sont là pour défendre des personnes qui subissent des personnes comme vous, alors vous n'avez rien compris à la profession d'avocat. Et le résultat est qu'il m'a fait une proposition de taille à 3 000 € par mois. Magnifique. Magnifique. Tu as pris ou tu l'as pas pris? Magnifique, pas forcément, parce que j'ai refusé.
eu la prétention de refuser. Mais qui m'avait manqué de respect et qui ne voulait pas travailler pour moi. En tout cas, c'était déjà une grande victoire, ça. On peut le dire. Alors ensuite, il y a ton parcours professionnel. Et là aussi, évidemment, tu vas vivre des aventures, parce que comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille en ce qui te concerne, mais en même temps, ta motivation ressort, grandit à chacune des épreuves. Tu es passé par différents stades dans ta vie professionnelle. Il y a eu la petite start-up, il y a eu l'association pour le monde des handicapés, il y a eu cette grande compagnie d'assurance. Quels sont les principaux enseignements que tu tires de ta vie professionnelle? On va parler évidemment de ce parcours que tu as vécu dans la compagnie d'assurance parce que tu as essayé de mettre en place quelque chose de merveilleux, mais qui là aussi a été semé d'embûches. Qu'est-ce que tu as appris quand tu voulais être dans le monde du travail, le monde classique entre guillemets? Alors, j'ai un peu tout appris que le mot de l'entreprise est la reproduction de la hiérarchie que l'on peut avoir avec ses parents. C'est-à-dire qu'il ont tendance à décider de notre vie à notre place, à nous mettre dans des cases. Et moi, ça m'empêchait au fait de déployer mes ailes. Ça m'empêchait de donner la pleine mesure de mes capacités. Et j'ai essayé de rentrer dans le moule. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me rendait malheureuse, que ça me mettait des plafonds d'air, que ça me mettait parfois dans une situation professionnelle délicate. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, stop, j'arrête tout ça, je vais prendre ma vie en main, ma vie professionnelle, et je vais dessiner le poste idéal. Et donc, après, j'ai fait une proposition de poste, je me suis intéressée évidemment au sujet du handicap, en me demandant, mais alors, comment les compagnies d'assurance traitent ce sujet pour leurs clients. Donc, elles le faisaient très bien pour leurs collaborateurs, mais personne, jusqu'à ce jour, ne s'était intéressé aux clients. Et donc, j'ai fait toute une recherche, toute une proposition de programme, et je me suis rendu compte qu'en fait, les barrières que j'avais étaient toujours des barrières au niveau des directions. Donc, même plus de le commerce, le directeur général. Et quand chaque fois qu'il faisait des arbitrages, ce n'était jamais en faveur de mes projets. Et à un moment donné, je me suis dit, j'en ai assez de déployer une telle énergie pour des personnes qui ne comprennent pas qu'en France, il y a 20% des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça représente quand même 18 millions de personnes. Et dans le monde, cela représente quasiment 1,5 milliard. Donc, vous imaginez en termes d'opportunités business, en termes de compréhension des besoins d'une grande partie de la planète, à quel point on est à côté de la plaque. Et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, ok, je ne suis juste pas au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre à mon côté. Bien. Et ça a été quand même là aussi quelque chose qui est très riche en enseignement. Et tu as été reçu par un grand directeur sans avoir sollicité de rendez-vous avec lui, simplement parce qu'il avait entendu parler de ton projet et tu croyais, toi, alors que tu étais déjà sur le départ, tu ne comprenais pas pourquoi ce rendez-vous. Oui. Alors, je ne comprenais pas pourquoi ce rendez-vous, mais effectivement, c'était 3 jours avant mon départ. Et la question qu'il m'a posée était, est-ce que vous pouviez m'expliquer pourquoi la moitié de l'entreprise me parle douche? Et effectivement, dans cette entreprise, il y avait 10 000 collaborateurs. Donc, vous imaginez un peu le bataille que j'avais pu faire. Et je n'étais pas capable de répondre à la question. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ma façon de travailler, quand je m'étais autorisée à faire comme moi j'avais envie de travailler, m'a fait me faire remarquer de manière très positive, m'a permis en fait de franchir des obstacles que les autres n'arrivaient pas à franchir, m'a permis de déployer des trésors d'innovation pour arriver à faire plein de choses avec un budget équivalent à zéro. Quand tous mes collègues avaient des budgets entre 500 et 700 000 euros par mois.
Parole, pardon. Et donc, il s'est dit, mais c'est incroyable cette nana, mais comment fait-elle? Et donc, nous avons passé 1 heure et demie à discuter, alors que nous avions un créneau d'un quart d'heure et que nous avons tous les deux à dîner après. Amusant. Alors, la vie est facétieuse, la vie peut parfois être assez triste, et évidemment, on se dit, mais Virginie, avec toutes ces épreuves, avec toutes ces embûches, avec tous ces obstacles, comment elle fait pour tenir? Bon, elle a de la volonté, elle a de l'énergie à revendre, elle y croit quand même, on sent au bout d'un moment que tu y crois, que tu as envie, mais il y a aussi un moment où il y a un coup de moins bien, et tu as des idées sombres, bien sombres. Oui. Alors, effectivement, il y a des moments de moins bien. Et je pense que ça fait partie de la richesse humaine d'accepter que de temps en temps, on peut aller mal. Mais aussi de comprendre ce qui génère ce mal-être. Et souvent, malheureusement, la réponse est que on ne sait pas respecter. On ne sait pas écouter. On est allé en fait à l'opposé total de ce dont on a besoin de notre vie. Donc, par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai passé mon temps à rentrer dans un moule, à faire ce que les autres attendaient de moi. Et j'avais, de toute façon, à cause de mon handicap, l'obligation de fonctionner autrement, parce que sinon je n'arrivais pas à faire ce qui était attendu par les autres. Et donc, à partir du moment où je me suis autorisée à faire autrement, où j'ai fini par comprendre que c'est comme le Mont Blanc. Il y a un seul sommet, mais plusieurs versions pour y accéder. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, on ne te juge pas sur le chemin que tu vas prendre. On te juge sur le résultat. Et à partir du moment où je me suis autorisée à faire comme je pensais être bien, j'ai réussi à obtenir des résultats absolument extraordinaires. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Tu as dit tout à l'heure, quand on parlait de ton adolescence, du regard des autres, ne pas faire de suppositions, ne pas interpréter, ce qui nous amène évidemment à l'un des 4 accords Toltec que tu connais bien. C'est un livre qui, je suppose, comme parmi tant d'autres, a été ton livre de chevet. Tu as également été fortement influencé par des livres et par le développement personnel comme Tony Robbins. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, le développement personnel est ce qui m'a permis d'une certaine façon de m'autoriser à faire autrement, de m'autoriser à m'écouter, de comprendre que mes émotions avaient toujours à sauce et étaient à mon service, n'étaient pas mes ennemis. Ça m'a permis aussi de comprendre que les autres, en fait, étaient juste un miroir de ce que je pouvais renvoyer, au travers de mes peurs, au travers de l'image que je me portais, au travers de l'amour que je ressentais vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. En fait, je me suis rendu compte que toutes les barrières que j'avais vécues étaient en grande partie construites par rapport à la vision du monde que je pouvais avoir. Évidemment, cette vision du monde n'était pas positive. Elle était créative, elle était jugeote, elle était en fait la focalisation sur ce qui ne va pas, sur ce qui va déroger, sur ce qui est différent. Et à partir du moment où je me suis aimée, où je me suis autorisée à trier un petit peu les gens de mon entourage pour ne m'entourer que de bonne énergie, de personnes qui croyaient en moi, etc. En fait, ça m'a aidé à m'aimer. Ça m'a aidé à prendre conscience de la belle partie de ma personnalité que je pouvais avoir. Ça m'a permis de me reconnecter à un certain nombre de valeurs que je ne savais pas avoir. Ça m'a permis de découvrir toutes les forces que j'avais développées grâce à mon handicap depuis ma naissance. Et ça m'a permis de comprendre que ces forces-là, pour que je puisse m'épanouir, il fallait que je les mette au service de la société. De répète, moi, j'avais ma place autant que n'importe qui.
Alors, cette belle partie de ta personnalité dont tu parles, elle a été observée et elle t'a amené à faire des choses dont on va parler dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est Virginie Delalande qui est l'invitée de la room, les Speakers Conference Club ce soir, co-organisé par un agent de conférencier qui s'appelle Éric Blot, ça te dit sûrement quelque chose, et par l'AFCP, présidé par Philippe Boulanger, qui est là ce soir. Et nous avons eu l'occasion hier de parler avec lui d'innovation. On en a parlé un petit peu avec toi. Vous êtes toutes et tous invités à échanger, à discuter avec Virginie, bien évidemment, parce que Virginie est très bavarde et se livre de manière assez généreuse. Alors, Virginie, on va parler maintenant d'un sujet sur lequel, là, tu es beaucoup plus connue. Il s'agit bien sûr du grand oral. On aimerait savoir quand même comment est née cette aventure, comment tu as été amené dans quelque chose que rien ne te prédisposait à vivre. Eh bien, c'est grâce à Christine Marlet que vous voyez de la room qui fait partie des invités. Et en fait, j'avais été contactée par la chaîne à 2 reprises. Où il me parlait d'une émission qui avait l'air d'être plus ou moins une émission de télé-réalité. Vous mettez des candidats en concurrence pour un concours de l'Écosse. Et je ne me suis pas du tout sortie à ma place. Je me suis dit déjà avec mon accent, avec mon handicap, ça va être peut-être un peu tard. Et en plus de ça, j'avais vraiment le sentiment que j'utilisais mon handicap pour faire de l'audience à la télévision. Donc, vous voyez, ça fait partie des préjugés, des images négatives que je pouvais transférer aux autres. Et Christine Mornay, donc, qui est montée d'ailleurs. Donc, Oui, ben je l'ai invitée, elle va s'exprimer. Comment ça s'est passé? Christine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Virginie, bonsoir Eric, bonsoir Christian, bonsoir Philippe et tout le monde. Alors, bien, Christine, comment ça s'est passé comment est née cette aventure avec Virginie? Comment as-tu eu cette idée? Virginie. Donc, Virginie m'a entendue en conférence le 6 novembre 2016. En juin 2017, elle était dans mon studio de coaching parce qu'elle voulait vraiment devenir conférencière, donc je l'ai coachée. Et puis en octobre 2018, j'ai eu un coup de fil de la production de France 2 qui me dit on vous connaît, on sait que vous avez des petites pépites, des gens que vous accompagnez, qui sont d'excellents orateurs, etc. Et je leur dis mais Virginie Delalande. Et là, ils me répondent limite en hurlant, en disant mais de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on la contacte, c'est même pas la peine, elle veut pas, etc. Et là, je leur ai dit laissez-moi 24 heures. Et j'appelle Virginie et je lui dis tu te souviens de la soirée qu'on a eue dans un sushi bar à Paris où je t'ai dit que ta vie allait basculer? Eh ben c'est maintenant. Et elle m'a dit ok, j'y vais. Et voilà, la suite on la connaît quoi. Alors la suite, on ne connaît pas tout parce que c'est une grande épopée. Là aussi, merci Christine de ton témoignage. C'est une grande épopée parce que ça ne se fait pas comme ça, parce que dans une émission comme celle-là où tout est cadré, tout est préparé, tout est millimétré, comment tu trouves ta place dans ce schéma? Écoute, je ne sais pas. En fait, je devais en travaillant beaucoup de manière autonome. Et là, j'ai fait appel à mon amie Christine, qui a été d'une immense aide. Mais que c'est elle, en fait, qui m'a aidé à travailler mon texte pour m'assurer que ce soit particulièrement impactant, particulièrement brillant. Et d'ailleurs, vous avez vu le résultat, puisque je suis arrivée au final. Eh oui, eh oui. Mais alors, avant d'arriver en finale, il y a plusieurs étapes. Et ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on a peut-être oublié, c'est que à chaque étape, tu as un sujet différent à traiter. Tout à fait. Mais qu'il y a eu des périodes de casting où on me demandait de préparer des sujets. Il y avait au départ une sélection de plus de 700 candidats. Ensuite, ça a été réduit à 72, puis 45. Et enfin, les 12 qui veulent participer à l'émission. Donc, à chaque fois, c'était un grand point d'interrogation. Et que je vais passer à l'étape d'après, d'autant plus que pas de mes interventions.
Il y avait généralement un silence de mort dans la salle. Je ne savais pas comment interpréter ce silence de mort. Est-ce qu'il était positif ou pas? Bon, la suite nous a donné la réponse. Tu es dans quel état d'esprit quand tu fais ce concours? Alors, honnêtement, j'étais assez stressée et en même temps, j'ai vraiment pris ça comme un challenge. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a jamais eu de personne sur de naissance à la télévision qui ait montré qu'il soit possible de parler. Et j'avais aussi besoin de me prouver à moi-même que c'était possible. J'avais besoin de voir que Christine avait raison. Que oui, Christine avait dit à je Virginie pouvais qu'elle être serait dans opérateur. les 3 premiers. Alors, Virginie n'a pas entendu. Christine avait fait un pronostic. Tu devais être dans les 3 premiers. Alors, Christine, effectivement, a fait un pronostic et elle a gagné. Dieu merci, Christine. Bien. Et on peut dire que cet événement, Virginie, il a un peu changé ta vie quand même. Oui, alors ça a complètement transformé ma vie dans le sens où ça m'a donné une notoriété que je n'attendais pas du tout. Donc après, il a fallu apprendre à gérer la notoriété pour une personne discrète comme moi, qui n'aime pas apprendre à vue, la mise en avant. J'ai dû le travailler au quotidien. Et au fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est tu as une mission de vie. Changer le regard de la société sur le handicap, sur la différence. Et cette notoriété va t'aider. Elle va t'ouvrir des portes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, tu fais des conférences, tu vas dans les entreprises. C'est un très joli pied de nez. Tu leur racontes quoi à ces gens-là? J'ai aujourd'hui 3 sujets de référence. Le premier, ma référence signature, qui s'appelle Comme mon livre et comme la room de ce soir, abandonner jamais. Et ça, c'est vraiment la référence motivationnelle par excellence, où vous apprenez à ne jamais abandonner quoi qu'il vous arrive dans la vie. La deuxième conférence est une conférence qui est en lien avec la diversité. Elle s'appelle Miser sur la diversité pour faire un levier de performance pour notre pays. Et dans cette conférence, je vous montre qu'en fait, il faut prendre conscience de cette diversité que nous avons dans les équipes. Et si nous n'en avons pas, il faut en mettre absolument, mais que c'est ça qui va nous permettre de gagner des parts de marché. C'est ça qui va nous permettre de comprendre et les besoins des clients et les besoins des collaborateurs en général. Et c'est ça, en fait, qui va donner plus de souplesse, plus d'innovation à tout ce qui va être mis en place dans notre entreprise. Et la troisième conférence que j'ai, c'est le pouvoir de la différence. Celle-ci est grand public. Elle nous permet à tous de nous réconcilier avec nos différences pour faire des forces. Alors, Virginie, on va parler justement de la façon dont les entreprises reçoivent ce type de message. Quel est le dialogue que tu as avec eux avant, après? J'imagine qu'il se passe des choses. On va en parler. Mais Catherine a demandé à s'exprimer. Elle est montée on stage. Catherine, bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Virginie t'écoute. Merci Virginie pour ce témoignage de ce parcours. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je vais revenir sur le passage de l'université, des études où il a fallu être quand même assez ingénieuse pour avoir accès aux cours et à la pédagogie qui était enseignée. Aujourd'hui, on sait que l'handicap, même si c'est beaucoup, on en parle beaucoup et qu'il y a des lois, finalement, il y a très peu de personnes en situation de handicap qui accèdent aux grandes études. Est-ce que c'est un sujet qui va te porter pour justement faire entendre cette difficulté? Parce que les dossiers sont pas acceptés et quand ils sont acceptés, il n'y a pas de prise en charge ou d'adaptation pour combler justement tous les handicaps et quel que soit le handicap.
Alors, là-dessus, je n'en ai pas fait un combat personnel, mais que j'ai choisi plusieurs causes différentes qui me tiennent vraiment à cœur, et ça ne fait pas partie aujourd'hui de mes priorités. En revanche, j'interviens assez régulièrement dans des universités, dans des écoles de commerce, etc., pour justement porter ce message. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que si je reviens sur Assas, j'ai appris il y a 2 ans que le directeur de l'université d'Assas parlait de moi dans ce discours d'accueil des nouveaux entrants la première année. Et en fait, il leur dit en gros, si Virginie est arrivée, tout le monde peut y arriver. Et leur donne un deuxième message. Si vous avez une situation de handicap, une difficulté, tout ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service handicap. Donc, ce que je peux constater quand même, c'est que depuis une vingtaine d'années, les choses ont l'air de bouger. Pas assez vite, ça c'est clair. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'associations, de parents, d'élèves et tout ça qui se battent sur le sujet. Et moi, ce n'est pas aujourd'hui dans mes priorités. Alors Virginie, on parle de ton rapport avec les entreprises, tu fais des conférences, tu vas dans les entreprises, on va en parler avec ton agent, puisque tu as un agent, mais j'aimerais avoir, toi, ton opinion, quel type de relation tu as avec les dirigeants lorsque tu fais ta conférence? Quel dialogue s'enchaîne en vous? Alors, avec les dirigeants, j'ai la chance d'être très régulièrement introduite par les dirigeants lors de mes prises de parole au public. Donc ça, c'est génial. Mais en fait, ça leur permet aussi de passer des messages sur la diversité, sur une acceptation du handicap dans l'entreprise. Et souvent, ils prennent conscience à l'issue de ma conférence que, bah, en fait, ils n'avaient pas le bon regard sur la différence. Alors, on va parler, tu as un agent? Ah oui, c'est vrai, je le connais. Il s'appelle Eric. Eric Blo, lesspeakers.com, c'est le nom de l'agence. Et Eric, il se trouve qu'Eric est aussi le co-fondateur de cette room avec Philippe Boulanger. C'est le moment là, Eric, il faut que tu nous parles de Virginie, de la façon dont elle est reçue, des commentaires, de ce que les gens vous disent une fois que Virginie passe dans les entreprises. Alors, il y a évidemment plusieurs choses à dire, puisque comme elle fait beaucoup d'interventions, il y a beaucoup d'anecdotes. Ce que soulignait Virginie tout à l'heure, c'est vrai que la plupart du temps, à un niveau COMEX ou comité de direction, il y a un des dirigeants qui vient pour faire le maître de cérémonie et l'introduction de Virginie sur scène devant ses collaborateurs. Ce qui est très utile, puisque en effet, ça permet de démontrer qu'on n'a pas juste invité Virginie Delalande en conférence, mais qu'il y a une vraie démarche sur la diversité qui se met en place dans les entreprises. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, la chose la plus surprenante, et Vincent qui est dans la room là un peu plus bas pourra témoigner de ça, elle a un discours hypnotique. Sa conférence est hypnotique. Les gens sont sous hypnose au bout de 2 minutes 30, 3 minutes. Et ce qui est à peu près le temps de cette vidéo qui se balade sur Facebook de France Télévisions, là, sur le grand oral. Elle dure 3 minutes 30. Si vous la regardez de manière concentrée, vous êtes sous hypnose. Et on a constaté, je dis ça avec Vincent parce qu'il sait ce que c'est que l'hypnose et qu'on a fait venir plusieurs hypnotiseurs assister à la conférence et ils nous l'ont confirmé. Parce que moi j'étais très étonné les premières fois, il y avait très peu de questions, où les questions démarraient au bout de 5-10 minutes, ce qui est long. Toi qui as été un grand maître de cérémonie d'événements aussi en présentiel, t'imagines si tu dis dans la salle vous avez des questions et que pendant 5-10 minutes il n'y en a pas. Tu rames. On a vu des maîtres de cérémonie ne pas réussir à reprendre la parole après Virginie sur scène, tu vois. Et donc en fait c'est ça. Alors on a décortiqué, on a dit d'accord, pourquoi elle met les gens sous hypnose, parce qu'elle ne le fait pas exprès, c'est pas son job. Et en fait c'est une accumulation de plusieurs choses qui provoquent un état de conscience modifié qui est utilisé par tous les gens qui font de l'hypnose. On est obligé d'être hyper concentré pour bien suivre ce qu'elle dit, avec son accent et tout ça, il nous faut un certain temps pour s'habituer. Et puis après elle nous met des grandes claques émotionnelles. Et ça va très très vite, vous regarderez la vidéo sur
grand oral, ça va très très vite. Hein. On passe des rires aux pleurs 3 fois en 3 minutes. Et ça crée l'état de conscience modifié. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis après, ce qui est marrant, des anecdotes. Moi, en tant qu'agent, j'aime bien suivre Virginie. Et c'est vrai que de l'avoir passé après John Kerry, donc un candidat présidentiel aux États-Unis, et avant Benoît Potier, qui est le patron d'Air Liquide et qui était le patron de l'année cette année-là, en 2019, patron du CAC 40 de l'année, et de voir qu'à la fin de ces 3 conférences, dans la loge de Virginie, il y a le patron du groupe et puis tous les présidents, c'est un groupe bancaire, tous les présidents des banques qui faisaient la queue pour venir discuter avec Virginie, et que John Kerry était tout seul, et que Benoît Potier était reparti chez Air Liquide parce que on s'intéressait pas suffisamment à lui. Donc ça, c'est des petites fiertés quand on est agent. Bien sûr. Et puis il y a l'Olympia aussi qu'on a partagé avec Christine et Virginie. Ah, il faut nous raconter ça. On était dans les loges avec Virginie. Moi, je faisais le pitre. C'est un peu comme ça que je me détends quand je suis stressé. Je fais un peu. Pendant qu'il faisait le pitre, moi j'entraînais Virginie. Ouais, c'est ça. Et Christine était sérieuse en tant que coach. Et Virginie disait, mais j'y arriverai jamais, c'est l'Olympia, mais vous vous rendez pas compte et tout ça. Alors en fait, elle était extrêmement belle ce soir-là. Et elle a fait la conférence de clôture de cet événement. Et c'était vraiment génial. Il était brillante, mais c'est aussi encore une fois grâce à Christine Mornay, parce que c'est elle qui m'a rejoint au oeil. Et pendant une demi-heure, m'a briefé pour sublimer ma prestation. Donc merci encore Christine. Mais avec plaisir Virginie, on t'aime, enfin je t'aime, tu sais à quel point je t'aime, et depuis longtemps. Ça fait quel effet, Virginie, de fouler la scène de l'Olympia, qui est un endroit mythique? Est-ce que c'est descriptible? Est-ce que tu peux décrire la scène de l'Olympia? Je vais répéter la question. Ah non, mais la scène de l'Olympia, c'est avec une scène mythique où les plus grands chanteurs, les plus grands humoristes se sont présentés. Et à titre personnel, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté. Et déjà, dans les loges, parce qu'il y avait la chose d'avoir une loge personnelle, et de voir les coulisses, de voir les personnes qui avaient travaillé avec des stars. Waouh! De répéter dans les loges célèbres. Un maître de cérémonie absolument exceptionnel, qui nous a beaucoup fait rire, qui nous a vraiment mis en confiance. Je ne sais pas pourquoi, en fait, avec lui, il s'est passé quelque chose d'assez magique. Il savait à quel point je suis sourde, donc je n'entends vraiment rien, et à quel point la musique est quelque chose qui pour moi est totalement hermétique. Et pourtant, lui et moi, on me fait notre trait sur scène en musique en train de danser. Et ça m'a quand même mis un petit coup de stress parce que je me disais, mais est-ce que je suis dans le tempo? Et que je ne vais pas me ridiculiser avant de prendre la parole. Et apparemment, ça a beaucoup détendu le public, ils ont adoré cette partie. Ça a mis de la légèreté et ça m'a permis de me positionner sans être trop conventionnelle. Donc ça a été en fait une soirée merveilleuse. Très très forte, mais merveilleuse. J'ai filmé Virginie, j'ai envoyé récemment le film à Eric d'ailleurs. Bien, on a des images donc. Merci. On va parler dans quelques instants du futur, de la façon dont tu te projettes dans ton futur, ce que tu as envie de faire, quels sont tes projets. Mais j'aimerais solliciter quelqu'un qui chante, qui est un grand chanteur, mais qui est très pudique sur cet aspect-là, qui a failli nous faire un numéro tout à l'heure. Il s'agit de Philippe Boulanger, que je trouve très silencieux ce soir. Je suis moi-même maître chanteur, mon cher Philippe, et j'ai des informations, des arguments. Aurais-tu quelques commentaires, quelques questions à l'attention de Virginie? Eh bien, écoute, ce que je peux dire de Virginie, c'est que je l'ai rencontrée la première fois dans un bar avec Eric du côté d'Enfer Rochereau, si je me souviens bien. Et j'ai été frappé par son côté solaire. Elle rayonnait. Et je la vois là en ce moment sur Zoom, hein, puisque moi j'ai cette chance de la voir sur Zoom en même temps que nous sommes sur Clubhouse. Et elle a toujours ce côté rayonnant et solaire que je trouve absolument extraordinaire. Une énergie qui est juste démente. Donc,
j'arrive à comprendre qu'elle ait surmonté tous ces obstacles grâce à cette énergie et grâce à cette attitude face à cette différence. Alors, il y a un autre élément, moi, que je trouve absolument extraordinaire, c'est que je défends le fait que la différence, c'est mieux que d'être le meilleur. Quand on sait utiliser sa différence. Et je pense que Virginie, elle a parfaitement su s'adapter avec cette différence pour être la meilleure dans son domaine. Et ça, je trouve ça absolument génial. La plupart des conférenciers devraient faire la même chose. Hein. Ils devraient identifier leurs différences, même s'ils se considèrent comme étant normaux. Ils devraient identifier leurs différences de manière à justement sortir de la masse, sortir de la banalité. Et je pense que Virginie, c'est le meilleur exemple pour ça. Donc, encore une fois, bravo Virginie. Voilà. Merci beaucoup Philippe, je suis d'accord avec toi. On doit tous, chacun, aller chercher nos différences et puis leur permettre peut-être de nous faire briller. Alors, tu vas briller encore, Virginie, parce que ton étoile n'est pas prête de s'éteindre. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir? Qu'as-tu envie de faire? Alors, j'ai envie de faire beaucoup de choses. La première, je suis en train de rédiger un deuxième livre de la continuité du premier, qui ne sera évidemment pas biographique, puisque en fait, je me suis arrêtée à 40 ans et j'ai encore 40 ans. Donc, il faut attendre une vingtaine d'années pour avoir le site. Non, là, ce sera plutôt du développement personnel pour expliquer en fait comment s'épanouir, comment rayonner avec une différence. La deuxième chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est la conférence sur les femmes. Parce que beaucoup de femmes m'ont appelé en me disant mais Virginie, comment tu fais pour concilier vie privée, vie professionnelle, vie familiale, trouver ta place de femme au milieu de tout ça? Comment tu fais pour développer ton leadership? Comment tu fais pour t'autoriser à aller tutoyer les étoiles dans un milieu qui est souvent très masculin, que ce soit dans la conférence, les assurances, le métier d'avocat pendant très longtemps, dans les affaires, c'est un métier d'homme, etc. Et mon troisième projet, qui est encore dans la continuité d'Abandonner jamais, qui est le projet qui m'éclate le plus, c'est celui de faire une formation pour permettre aux personnes qui ont des rêves de ne jamais les abandonner. En fait, j'ai abandonné mes rêves à plusieurs reprises. Et je me suis rendu compte que quand je poursuivais mes rêves, même s'ils ne se réalisaient pas exactement de la façon dont je les avais imaginés, ils me faisaient vivre des choses extraordinaires. Ils me faisaient découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. Ils me faisaient rencontrer des personnes qui font partie de ma vie quotidienne aujourd'hui. Et ça, je ne peux pas accepter que toutes les personnes autour de moi qui abandonnent leurs rêves se privent de ça, de cette aventure, de ces cadeaux de la vie. Alors Virginie, avant que l'on se quitte, je vais te demander 2 conseils. Le premier, tu as une façon de vivre, une certaine discipline de vie que tu mets en œuvre au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la discipline que je peux avoir, c'est que tous les matins, entre 7h et 9h, je travaille sur mon livre. Et puis ensuite, je programme ma journée sur des tâches en fait, qui me permettent d'avancer vers mes objectifs. Donc, tous les jours, je fais une chose, soit ma conférence sur les femmes, une chose, soit ma formation et le séminaire qui va suivre. Donc, la formation sera un petit comité chez moi. Et le séminaire sera dans une grande salle avec 150 personnes. Et donc, je travaille énormément tout ce qui est intellectuel le matin. Et l'après-midi, je fais tous mes rendez-vous, tous mes interviews, en fait, tout ce qui me met en relation avec une personne. Alors, deuxième conseil que je vais te demander, puisque tu es une férue de lecture, de livres, est-ce qu'il y a 1 ou 2 livres comme ça que tu pourrais nous recommander?
Alors, ça, c'est la question que je déteste. Parce que même si je lis énormément et je lis à peu près 1 ou 2 livres par semaine, je ne sais pas retenir les noms, ni des auteurs, ni des livres. Alors, ça fait partie de mes défauts. J'ai une mémoire de poisson, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, je suis tellement de la boulimie que j'avale et je ne retiens pas ni les noms, ni les titres de livres. Donc là, comme ça, que je pourrais essayer de lire à 3, ce sont les 4 accords Toltec, qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé dans ma vie personnelle pour prendre recul sur un certain nombre de choses. Et le deuxième livre, c'est L'art de la guerre pour les femmes. Alors, tu sais qu'il y a une suite aux 4 accords Toltec. Il y en a un qui est sur le 5e accord Toltec. Et c'est vrai que c'est une lecture absolument extraordinaire. Alors, on arrive assez proche de la fin de cette émission. On va demander au comité de direction de la room de nous donner quelques mots de conclusion, quelques guidelines. On va commencer par Eric. Eric, ton petit mot de la fin, comment as-tu vécu cette heure et demie? Ça passe très très vite. Merci beaucoup d'avoir mené cet entretien de main de maître et puis pour votre temps à tous les deux, Virginie et à toi, pour qu'on la connaisse mieux et qu'on ait peut-être envie de lire son livre ou d'assister à ses conférences. Merci, c'était super. Merci Eric. Philippe. Bah écoute, moi je dois encore tirer mon chapeau à Virginie, étant bien évidemment interviewée par toi, parce qu'effectivement, je n'ai pas quitté un seul instant ma concentration pour l'écouter. Tout à l'heure, le côté hypnotique dont parlait Eric, il est absolument évident. On a envie d'écouter Virginie. Ouais. C'est un plaisir. Est-ce qu'on a, l'un de vous deux aurait plus de mémoire que moi, un nom à donner pour lundi, puisque vous le savez, cette room, elle est quotidienne, tous les soirs, c'est à 18h30, et nous recevons des gens qui sont inspirants et qui partagent avec nous des belles pensées, des expériences, de la vie. Le temps que vous réfléchissiez, les garçons, je vais vous citer ce que nous a envoyé Isabelle Alix, qui est sur Zoom. Elle nous a envoyé une citation de Saint-Exupéry. Virginie, je pense qu'elle va te plaire. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Je pense que c'est ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer pour toi. Tout à fait. Bien. Alors, un nom oui. pour lundi. Oui, c'est Biljana Todorova qui sera présente lundi. Et donc, pour être précis sur Biljana, je vais rechercher l'information que j'ai sur elle. Ça va me prendre quelques instants. Donc, je suis en train d'aller... Virginie, j'ai une question toute bête. Est-ce que tu préfères la mer ou la montagne? Parce que tu vis un peu entre les deux quand même. C'est une question à prendre. C'est pas de me la poser. Non, honnêtement, je pense qu'il y a une toute petite préférence pour la mer. Pour la mer, elle est vraiment synonyme pour moi d'aventure, de pirate, de courage, de persévérance, de force. La montagne est quelque chose que je maîtrise un petit peu moins, qui m'attire un petit peu moins au terme de sommet, d'exploit, etc. Ah, Philippe va revenir, je pense. Oui, je suis là. Des informations. Mais bien sûr. Vas-y, Philippe. Dis-nous qui est Biljana Todorova. Donc, alors Biljana, c'est une docteure en sciences. Elle est coach professionnelle. Et le titre de l'intervention de lundi sera Comment dompter et doper votre cerveau. Donc, comment dompter et doper votre cerveau. Elle sera interviewée par Sylvain Durand. Et en fait, elle va parler de sa première conférence sur le thème du cerveau, donc, pour dépasser ses limites et devenir un super-héros. Waouh.
Oh, Donc, merci ça Philippe promet. Voilà. pour cette information. Vous retrouverez donc interviewé par Sylvain Biliana Todorova pour doper notre cerveau. Ça peut pas faire de mal cette histoire-là. Virginie, un dernier mot pour toi. Merci d'être une si jolie sirène et si inspirante dans la vie dans laquelle tu nages avec délice. Merci d'être qui tu es. Bonne soirée à tous et à lundi. Au revoir. Merci Christian pour cette super interview. J'ai vraiment passé un moment absolument délicieux. Merci également à Philippe et à Eric d'organiser cette room tous les soirs parce que c'est vraiment un moment à ne pas louper du tout. Très belle fin de semaine, très bel week-end. Merci. Merci Virginie. Merci Virginie.